Bonjour, aujourd'hui je reçois Alain Héril. Donc Alain Héril, psychanalyste, sexothérapeute. Il a exercé en cabinet pendant 27 ans et il forme également des praticiens, des sexothérapeutes dans diverses écoles de psychothérapie, de coaching, et il co-dirige l'école de formation Indigo Formation. Alors, Alain a écrit de nombreux ouvrages, notamment dans la tête des hommes, Femmes épanouies, et son dernier, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait, donc que je vous conseille, hein, qui sont très, très, très enrichissants. Il est également l'auteur de ce petit oracle, oracle de la sexualité sacrée, dont je me sers beaucoup, moi, dans le cabinet. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment des petites choses intéressantes. Et pour finir, Alain, il est également professeur à l'université HSE de psychanalyse de Moscou et directeur pédagogique du diplôme universitaire de psychopathologie européen. Voilà. Donc, merci Alain. Merci d'avoir accepté mon invitation dans cette interview. Je t'ai demandé aujourd'hui de nous parler d'un sujet qui va intéresser, je pense, beaucoup de monde et que moi, en tout cas, je retrouve beaucoup en cabinet. Donc, c'est la dépendance affective. Donc, j'ai une première question. C'est est-ce que justement, aujourd'hui, tu ressens que la dépendance affective, c'est un sujet d'actualité? Oui, déjà, merci à toi, Julia, de m'inviter. C'est avec un grand plaisir. Et pour répondre à ta question, oui, il est évident qu'à l'heure actuelle, il y a une recrudescence de demandes et de problématiques de dépendance affective dans les cabinets de psychothérapeutes de manière générale. Alors, je n'ai pas la raison exacte, mais ce que je remarque, c'est que c'est une problématique qui s'est accrue depuis le premier confinement, depuis le Covid. Alors, sans aucun doute que des couples se sont rendus compte de cette problématique-là à l'occasion du confinement, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en temps normal, on passe quoi, 3, 4 heures dans la semaine avec la personne avec qui on partage sa vie, et tout d'un coup, c'était 24 heures sur 24. Donc, il y a un certain nombre de problématiques qui ont émergé, qui ont pris forme à l'occasion de cet événement quand même planétaire très particulier. Et là, je ne consulte plus, mais je suis superviseur. Et donc, je supervise beaucoup de thérapeutes et qui viennent d'univers très différents, des psychologues, des psychanalystes, des hypnothérapeutes, des sophrologues, me parlent du fait qu'ils ont de plus en plus de personnes qui viennent pour des problématiques de dépendance affective, principalement des femmes, mais aussi des hommes. Donc, ça laisse entendre qu'on est dans une problématique qui est très actuelle, qui s'est accrue ces dernières années, et qu'il est important de pouvoir regarder et comprendre pour accompagner au mieux ces patients qui sont parfois dans des états psychiques, comportementaux extrêmement, extrêmement difficiles, comme s'ils ne savaient pas trop comment se dépatouiller avec ces problématiques-là. Comment justement, tu définis la dépendance affective? Qu'est-ce que c'est finalement? Déjà, dans dépendance affective, il y a le mot dépendance, donc ça laisse entendre qu'on est dans un circuit comportemental et psychique qui entraîne des situations de manque, des situations peut-être un peu addictives aussi par rapport à la relation. Et la dépendance affective, c'est une évidence que je vais te dire, mais la dépendance affective, c'est le contraire de l'autonomie. Et en fait, une personne qui est dépendante affective, c'est une personne qui va donner à l'autre, déléguer à l'autre un pouvoir sur son organisation affective, sur son organisation dans le lien amoureux aussi, et qui perd cette autonomie. Et donc, Ouais. en fait, c'est en gros, la dépendance affective, c'est fais-moi exister par ton désir. C'est parce que tu me désires, parce que tu m'aimes, que moi, je peux accéder à qui je suis. Donc, c'est une délégation, la dépendance affective, où on délègue à l'autre la capacité de nous faire exister. Donc, c'est tout l'inverse de l'autonomie, tout l'inverse d'une bonne estime de soi. Et dans ce registre-là, souvent, il y a des confusions.
des confusions entre la dépendance dans le lien avec, avec le sentiment amoureux, et on a l'impression qu'on ne peut aimer l'autre que si l'autre nous aime. Donc, il y a une espèce d'attente. Moi, j'ai tendance à dire que les dépendants affectifs, ce sont des mendiants de l'amour. Ce sont des personnes qui sont dans une situation où ils quémandent continuellement l'amour de l'autre pour pouvoir exister et pour donner un sens à leur vie. Donc, c'est vraiment une situation qui, en fonction de l'intensité, peut emmener des personnes à être vraiment dans une très grande souffrance relationnelle. Parce que de fait, il y a presque une perte de la pensée dans la dépendance affective, une impossibilité de penser la relation et de la penser dans un sens d'autonomie partagée. Et donc, on est sur un sujet qui est très sensible, très important, et qui peut aussi, à certains moments, cacher des états dépressifs. Donc, il y a vraiment toutes ces notions-là qui sont en jeu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait que je délègue à l'autre quelque chose que je ne peux pas prendre en charge moi-même, et comme si cet autre-là avait la possibilité de me faire exister, comme je disais tout à l'heure, et la possibilité de me donner en fait les clés pour pouvoir être au monde. Donc ces clés-là, je ne vais pas les chercher en moi, je vais les chercher à l'extérieur. D'accord. Oui, c'est limite comme une addiction comportementale finalement. Tout à fait. On a besoin de la dose d'admiration de l'autre, ou même pas d'admiration, mais du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre. Et par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve important à relever, c'est vraiment cette confusion avec l'amour. Dans ce que tu dis, souvent on dit je suis très amoureux, j'ai besoin de lui, en fait, ou d'elle, hein. Et c'est vraiment la différence. Tu l'as bien souligné, c'est que en fait, dans l'amour, on permet à l'autre d'être lui-même, et là, c'est un petit peu l'inverse finalement. C'est qu'on ne peut pas être soi-même. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, il y a quelque chose qui m'avait frappé, ça remonte déjà à un petit moment, mais à l'entrée de l'an 2000, le journal Télérama avait lancé une grande enquête pour savoir quelle était la plus grande chanson d'amour de la deuxième partie du XXe siècle. Ouais. Et la chanson qui est arrivée en tête, c'est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, qui n'est pas une chanson d'amour, qui est une chanson de désespoir. Et Brel lui-même le disait. Et « Ne me quitte pas », c'est vraiment l'archétype de la dépendance affective à son plus haut niveau. Parce que quand on dit « laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien », ne me quitte pas, on est vraiment dans la dépendance affective. Et moi, ça m'avait frappé qu'on puisse être dans la confusion entre l'amour et la dépendance. Et donc, le fait que si ça a été voté aussi massivement, c'est qu'il y a cette confusion qui existe chez beaucoup de personnes et qui, bien entendu, fait des dégâts relationnels. Ça, c'est le moins qu'on peut dire. On peut laisser supposer que dans l'amour, il y a une part de souffrance à un moment donné, finalement. Oui, mais ce sont des notions qui sont très très romantiques, mais romantiques dans le sens négatif du terme, qui laissent entendre que dans l'amour il y a de la passion, il y a de la dévotion, qu'il y a de l'oubli de soi-même. Le seul problème, c'est que cet amour qui est très en lien avec la fusion, il peut démarrer une relation, mais à un moment donné, il va bien falloir passer de la fusion à la fission, c'est-à-dire à l'autonomie. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes sont dans une telle confusion qu'ils cherchent justement dans cette perte de soi-même à l'intérieur du regard de l'autre, qu'ils cherchent à exister de cette manière-là. Et c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que de fait, l'amour, le lien amoureux, il va être connoté avec une espèce de souffrance permanente et avec un regard porté sur l'autre. C'est est-ce qu'il m'aime toujours? Est-ce qu'il est toujours en train de me regarder? Est-ce que je suis toujours le bon objet pour lui? Est-ce que j'existe? Est-ce qu'il me fait exister? Et cette problématique-là, pour peu qu'on soit avec un compagnon, une compagne qui est un petit peu dans la perversion, voilà, on se remet entre ses mains et à ce moment-là, on peut en ressortir extrêmement fracassé. Et c'est ces patients-là qu'on va avoir au cabinet et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive en se disant « mais j'ai été aimé,
j'ai aimé l'amour que l'autre m'a apporté, et tout d'un coup, je me retrouve détruit et exsangue et sans possibilité, effectivement, de revenir à moi-même de façon un petit peu construite. Oui, oui. J'allais justement te poser cette question. C'est à ce moment-là où justement il y a ce besoin de s'émanciper, ou alors si on a dans une relation où il y a de la perversion, que là ça devient réellement un gros problème. C'est ça, hein. Et avec une possibilité, tu disais tout à l'heure, voilà, de dépression, d'autres choses plus, enfin, de maladies pathologiques plus lourdes suite à voilà, cette dépendance affective. J'ai justement une question. Quand, lors des séparations, justement, c'est des choses qui sont extrêmement douloureuses pour ces personnes qui souffrent de dépendance affective. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as voilà, des choses à nous donner pour voilà, aider? Parce que c'est souvent des étapes très, très dures, le deuil de la relation. Ben, c'est-à-dire que je vais te répondre de manière un petit peu globale, si tu me permets. C'est-à-dire que nous naissons dépendants. C'est-à-dire que l'être humain, et ça fait partie de notre fonctionnement en tant qu'être humain. C'est pas le cas de tous les animaux. Il y a des animaux qui naissent et une demi-heure après, ils gambadent, ils vont chercher leur propre nourriture. L'être humain, il naît dépendant. C'est-à-dire que nous avons besoin, dès notre arrivée au monde, que l'environnement nous réponde, que l'environnement nous accueille, que l'environnement nous souhaite la bienvenue. On a naturellement ce besoin-là. C'est inscrit à l'intérieur de nous. Mais l'histoire humaine est une histoire de la conquête de notre autonomie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quand les enfants commencent à marcher. Quand les enfants commencent à marcher, ils ne vont jamais vers leurs parents. Ils partent à l'aventure. Des fois, il faut les retenir parce que ils risquent effectivement de traverser la rue inopinément ou de tomber dans les escaliers et tout ça. Mais il y a à l'intérieur de nous, naturellement inscrit, un chemin qui va de la dépendance à l'autonomie. Et donc, à l'intérieur de ça, nous vivons des pertes, des ruptures, des deuils que nous avons à faire. Ça, c'est l'aventure humaine. Et quand on est dans une dépendance affective et qu'il y a une rupture, une séparation qui se met en place, la première chose à faire, c'est déjà d'accepter cette séparation quand elle a lieu. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, bien entendu, et que c'est beaucoup moins facile à mettre en place, mais en même temps, de comprendre qu'est-ce que cette séparation nous a apporté et qu'est-ce qu'on a compris de soi-même à l'intérieur de cette aventure relationnelle, et comment la séparation, elle nous permet de mieux nous comprendre encore plus. Donc c'est comment faire en sorte de ces douleurs, de ces souffrances, d'en faire une force. Ça, c'est du discours, bien sûr. Après, c'est comment concrètement on va faire ça. Les solutions, elles sont toujours individuelles, elles sont toujours singulières, et c'est ce qu'on accompagne en cabinet. Mais à un moment donné, de faire en sorte de ne pas garder la nostalgie du lien, et le regret, la culpabilité aussi, qu'on va rencontrer beaucoup chez les dépendants affectifs. C'est-à-dire que souvent, les dépendants affectifs, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me quitte? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que l'autre reste? Et ils vont, au lieu d'essayer de comprendre la mécanique de la relation qui a amené la rupture, ils se mettent dans la position où ils sont de mauvais objets et où c'est forcément de leur faute. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour que l'autre continue à rester auprès d'eux. Et moi, je l'ai rencontré souvent après des ruptures, et des personnes, je parlais de dépression tout à l'heure, des personnes qui sont dans des états dépressifs extrêmement forts et qui disent qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire pour que ça continue. Et donc, qui sont dans l'incapacité à saisir la dynamique de la relation et la dynamique de la rupture qui va leur permettre finalement de grandir et de gagner en autonomie à partir de la perte et à partir de la rupture. Et c'est vrai qu'il y a un deuil à faire. C'est vrai qu'il y a un deuil à faire dans les relations. Et force est de constater qu'il y a de plus en plus de relations de couple qui ne sont pas pérennes comme c'était le cas autrefois. On sait que 3 couples qui se marient, ça va être 2 couples qui vont divorcer. Donc il y a une impermanence de la relation dans notre société à l'heure actuelle qui affole beaucoup les dépendants affectifs et qui vont les mettre dans des états de culpabilisation quand il y a la rupture et qui est là effectivement. Oui.
Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que, enfin, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au moment de la séparation, l'importance de, justement, de pas d'accepter, enfin, d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, que cette dépendance se reporte sur une autre personne avec le même système, puisque… Bien sûr. Ouais, Bien donc, sûr, et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que le nombre de patients et de patientes, et surtout des patientes que j'ai eues, qui venaient pour des problématiques de reproduction de schéma, qui me disaient, je ne comprends pas, c'est toujours la même chose. Je rencontre un homme ou une femme, et c'est toujours le même scénario, avec à l'aboutissement une perte de la relation, une douleur, une dépression, voire même des envies suicidaires, donc des choses qui vont très loin. Et moi, ce que je dis en général à ces patients, c'est quel est le point commun entre toutes ces relations? C'est vous. C'est vous le point commun. C'est-à-dire, et donc, comment on va faire en sorte que vous analysiez ce qui se passe, votre part de responsabilité dans ces systèmes-là, et comment faire en sorte que vous puissiez trouver une autonomie qui vous permette de ne plus être dans cette dépendance-là. Et parce que tu parlais de besoin tout à l'heure, et le terme est très juste. Le problème, c'est que les dépendants affectifs ont besoin de l'autre, ont besoin de la relation. Et c'est comment on peut faire en sorte de quitter cette notion de besoin, qui est une notion très, très, très archaïque. Voilà, parce que moi, je fais une différence entre le besoin et le désir. Avoir besoin de quelqu'un n'est pas la même chose que désirer cette autre personne. Et donc c'est dans ce mouvement-là, dans la compréhension de ce mouvement, que l'on peut trouver un espace de liberté, un espace d'autonomie. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire à quelqu'un j'ai besoin de toi et de lui dire je te désire. C'est pas la même dynamique relationnelle. Et c'est là que ça va se situer, et c'est là que c'est complexe, bien entendu, parce que sortir de la dépendance affective, c'est comme dans les systèmes addictifs de manière générale, il va falloir remplacer le produit par autre chose qui soit suffisamment chatoyant, suffisamment actif pour nous permettre de construire notre autonomie. Et c'est pas si simple que ça. est-ce qu'on connaît les causes de cette dépendance affective? Alors, moi, je vais tenir un propos plutôt psychanalytique. C'est la base de mon travail. Oui, souvent, c'est dans l'enfance. C'est dans l'enfance dans l'enfance, voire dans la petite enfance. Souvent, le problème qu'on a pu repérer sur la dépendance affective, parce que c'est un thème que l'on commence seulement vraiment à travailler et à tenter d'analyser. Bien souvent, il y a une situation qui était une situation justement trop fusionnelle, avec un parent ou avec les parents ou avec la structure familiale. Et donc, de fait, quelqu'un qui n'a pas enregistré la possibilité de l'autonomie, pour tout un tas de raisons qui sont très diverses et variées, et où, en fait, l'idée de l'autonomie, donc l'idée de la richesse de la rupture, si je puis dire, mais surtout l'idée de la richesse que l'on va trouver à l'intérieur de soi, ne se fait pas, ne se construit pas. Donc, de fait, l'enfant va être dans une situation de dépendance qui est réel, mais qui va continuer au-delà de 7 ans, par exemple. C'est le grand pédiatre psychanalyste anglais qui s'appelait Donald Winnicott qui en parle. Il dit que l'enfant est naturellement dans une dépendance absolue, et ensuite dans une dépendance relative, et ensuite dans une indépendance. Et normalement, c'est notre trajet. Mais si ça ne se fait pas, ben, l'enfant reste dans l'idée qu'il ne peut exister que parce qu'il est aimé. Donc, il va rechercher cet amour ensuite à l'âge adulte pour pouvoir continuer à être aimé. Alors souvent, on va avoir des parents trop présents, des parents trop prégnants, des parents qui utilisent leur enfant comme une espèce de prothèse psychique. Voilà, et l'enfant se retrouve dans cette espèce d'espace fusionnel à l'intérieur duquel on ne lui donne pas les possibilités de la dépendance. Oui. Alors ça, c'est une piste. Oui, parce que finalement, le manque, il est normal dans notre monde. Et on laisse sous-entendre que le manque soit n'existe pas, soit est insupportable. C'est ça dans l'idée de l'enfant, il se construit comme ça. Oui, oui, oui. Et puis tu sais, il y a aussi un autre élément qui est un élément psychosociétal. C'est aussi que nous sommes dans une société
qui nous laisse entendre que nous ne devons pas manquer de quelque chose. C'est que le manque et la frustration même ne sont pas des éléments constitutifs de notre chemin de vie. Donc, de fait, il faut toujours obtenir un maximum. On est dans une société qui met en avant le quantitatif, l'obtention rapide. Donc tout ça, ça va jouer, c'est multifactoriel, bien entendu, mais c'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu beaucoup de patientes qui me disaient, voilà, moi, j'aimerais rencontrer un homme, j'aimerais que ma vie soit comblée par un compagnon et tout ça. Comment je peux faire? Évidemment que moi, j'ai pas les clés absolues pour rencontrer quelqu'un. Donc, soit ce sont des personnes qui vont aller sur des sites de rencontres et qui vont chercher une image précise. Cet homme-là, cette femme-là, et pas une autre. Donc, de fait, on est encore dans les prémices de la dépendance affective. Et ce que j'ai tendance à dire à nos patients, c'est arrêtez de chercher l'autre, laissez-vous trouver par la relation. Et pour ça, il faut travailler à l'intérieur de soi pour mettre de l'espace pour que l'autre puisse arriver. Mais cet espace-là ne peut se faire que sur un terrain où on s'est construit soi-même, où on est en amitié avec soi, où on a fait un travail sur soi pour se dire que l'autre va être un plus, mais c'est pas l'autre qui va me faire exister. Parce que si l'autre, il est cette part manquante de moi, je vais toujours être en train de chercher quelqu'un qui va me compléter, qui va me faire exister. Donc, il faut accepter le manque. Il faut accepter que le manque, alors le manque n'est pas constitutif fondamentalement de l'être humain, ce ne sont que des passages. Il faut accepter d'être fluctuant et qu'à l'intérieur de ça, il y a des moments d'exaltation, il y a des moments qui le sont moins, tu vois, mais d'accepter à un moment donné de faire que le manque soit quelque chose d'actif et de dynamique et non pas quelque chose de souffrant. Et ça demande un gros travail sur soi. Oui, c'est vrai que quand il y a séparation d'une relation qui n'allait plus, où il y avait de la dépendance, il y a comme des symptômes, alors ils disent comme des symptômes de sevrage, enfin, c'est apparemment, pour les personnes qui le vivent, c'est insupportable parce que c'est voilà, des cogitations 24 heures sur 24 dans la tête, et c'est accepter cette période qui est difficile mais pour arriver vers plus d'autonomie, vers plus quelque chose où ils existent pour eux, et il faut entendre que cette période, elle est difficile à passer, quoi, qu'il y a un mauvais moment. Oui. Bien sûr. Et c'est souvent cette période-là qu'on accompagne en tant que thérapeute. Elle est difficile parce que c'est un sas, c'est un moment en suspension, c'est un moment d'attente. Mais cette attente-là, c'est comment on peut l'enrichir avec une meilleure connaissance de soi. L'enjeu, il va être à cet endroit-là. Parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes sortent d'une relation qui était forte, qui était importante pour eux, et vont mettre en place une autre relation qui va être une relation de pansement, qui va être une relation qui n'est là que pour soigner la relation précédente et où on va reproduire exactement les mêmes erreurs. Donc c'est accepter cette suspension, c'est aussi accepter quelque chose que les dépendants affectifs n'aiment pas beaucoup, c'est la solitude. C'est un moment de rapport à soi, c'est un moment d'intériorité, c'est un moment de réflexion que l'on peut faire seul ou accompagné par un thérapeute. Et dans ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement important à mettre en place. C'est d'accepter que qu'on fait ce passage-là, qu'il y a cette traversée qui a lieu, et qu'à l'intérieur de cette traversée, il y a quelque chose qui permet d'être au plus proche de soi, mieux se connaître, pour ensuite aller vers une autre personne avec une meilleure connaissance de soi, et non pas demander à ce que ça soit l'autre qui nous aide à mieux nous connaître. Oui. Est-ce que tu as pu remarquer que c'était plus féminin, masculin? Alors, c'est plus féminin. Alors, je ne sais pas si des statistiques existent là-dessus. Ça, c'est mon expérience en tant que thérapeute et c'est ce que j'entends aussi chez mes supervisés. C'est plus féminin, mais je pense que c'est féminin aussi pour des raisons qui sont des raisons historiques et sociales et culturelles. Parce qu'on a tellement dit aux femmes qu'elles étaient celles qui devaient attendre, qu'elles étaient celles qui devaient construire le rapport à l'amour, au lien à partir de l'homme. Il y a quand même un discours qui était asséné et qui a pris une forme extrêmement forte, notamment au XIXe siècle, que je pense que chez certaines femmes, c'est inscrit dans leur inconscient collectif que je suis celle qui doit être complétée par l'autre.
Cet autre-là, c'est l'homme. Et puis, c'est passé aussi par des images assez précises qui sont encore valables dans notre société, notamment l'image du prince charmant, par exemple. Voilà, celui qui va venir délivrer la femme sur son beau destrier, voilà, avec sa grande épée et son joli sourire. Voilà, c'est-à-dire le fait d'attendre cette personne. Moi, j'ai entendu des patientes qui me disaient je veux rencontrer le bon. Mais qu'est-ce que vous entendez par le bon? Cet homme-là, et souvent quand elles le décrivent, c'est un homme qui n'existe pas. Et donc de fait, quand elles ont l'impression qu'elles rencontrent cet homme, elles vont être dans un état quasiment de dévotion vis-à-vis de cet homme. Et c'est vrai que c'est cet amour-dévotion qui est assez culturellement inscrit dans ce qu'on suppose que doivent être les femmes. Il est important de le mettre à mal pour aider effectivement les femmes à rentrer dans un rapport à l'amour qui soit un rapport beaucoup plus mature et beaucoup plus actif en tout cas. Mais ça existe aussi chez les hommes. Je pense que s'il y avait un pourcentage à faire, je dirais que c'est 80% féminin et 20% masculin. Mais ça, c'est vraiment un pourcentage à la louche. Mais j'ai rencontré vraiment beaucoup plus de femmes que d'hommes qui étaient dans cette dimension de dépendance affective. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai le même constat que toi, voilà, même si moins d'années d'expérience, j'ai le même constat. Alors, pour finir, je voudrais te demander, est-ce que tu as une anecdote par rapport, voilà, quelque chose à nous raconter, peut-être quelque chose dans un livre au sujet de la dépendance affective ou quelque chose que tu as pu, voilà, une expérience que tu as vue ou... C'est-à-dire que une expérience qui me vient là, c'est une jeune patiente qui avait 26-27 ans et qui, elle, cherchait vraiment le prince charmant et qui un jour rencontre un homme et elle me dit, j'ai rencontré le bon. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le bon? Elle me dit, il n'a pas voulu coucher avec moi le premier soir. Il m'a raccompagné chez moi, il m'a fait 4 bises, voilà. Et puis maintenant, il m'offre des fleurs, il m'invite au restaurant. Et je voyais dans les yeux de cette jeune fille, voilà, ça papillonnait, il y avait plein d'étoiles et tout ça. Elle avait l'impression qu'elle avait enfin rencontré quelqu'un qui faisait attention à elle. Le seul problème, hélas, c'est qu'elle était tombée sur un bon pervers narcissique qui ensuite l'a manipulée, notamment d'un point de vue sexuel. Voilà. Et je pense que ça m'a amené à travailler avec elle sur une notion très simple, c'est la notion du respect. C'est-à-dire, OK, il y a quelqu'un par rapport à qui vous adhérez dans une relation parce que vous avez l'impression qu'il vous respecte, donc qu'il vous entend, qu'il vous accueille, mais à la base, il y a un respect de soi-même à avoir. Et je pense que le gros du travail par rapport aux dépendants affectifs, c'est d'arriver à être dans le respect. Et aussi, on parle beaucoup du consentement à l'heure actuelle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'autoconsentement. C'est pas parce si on dit oui à quelqu'un, il faut aussi que ça soit un oui que l'on se dit à soi-même. Et donc, que l'auto-respect, l'auto-analyse de soi, tous ces éléments-là sont très importants. Sinon, on va s'embarquer dans des images, romantisme un peu morbide, qui va faire que c'est l'autre, on revient toujours à ça, que c'est l'autre qui vous fait exister. Donc je pense que vraiment que la base du travail, c'est voilà, l'autoconsentement, le respect, l'affirmation de soi, l'estime de soi, le narcissisme dans le sens vraiment positif du terme. C'est ça qu'il va falloir restaurer. C'est valable pour tout le monde, mais c'est encore plus valable pour les personnes qui souffrent de dépendance affective. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alain, pour tout ça. C'était super enrichissant. Donc, écoutez, moi, je peux que conseiller en tout cas les formations avec Alain parce que c'est une belle aventure vraiment humaine et c'est vraiment des formations super. Donc, si vous avez en tout cas envie de vous former, n'hésitez pas. Sur son site, il y a toutes les informations. Et puis, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup voilà. Je pense que c'est un thème qui parlera à beaucoup de monde. Je pense, oui. Merci beaucoup à toi, Julia. Et voilà, j'ose espérer que nos propos ont aidé les personnes qui souffrent de cette difficulté à y voir un petit peu plus clair. C'est clair. Au revoir. Au revoir.